Bonjour. D'accord. Eh ben bonjour, moi je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. C'était pas, c'était un train qui a mis que 2 heures pour venir. Ça fait plaisir. Je m'appelle Thomas Gabizon et avec Michel Parfenoff, on a créé il y a quasiment 17-20 ans, enfin entre 17 et 20 ans parce qu'il a fallu 2 ans pour la fabriquer, la collection Actes Sud BD. Euh, En 2 mots, moi j'étais libraire, enfin graphiste, j'ai fait une école de graphisme. Et j'étais libraire le dimanche chez Album à Paris pendant 26 ans à peu près. Et j'ai eu la chance, pendant mes études de graphisme, de fréquenter tout l'atelier de Marc Boutavant, d'Émile Bravo et de Manu Boiteau, toute cette bande-là qui émergeait à l'époque. Actes Sud publiait le premier bouquin de Marc Boutavant en illustration. Et en tant que libraire, j'ai vu apparaître aussi dans les années 90, l'association, les Frémoc, Frigo, enfin tout ce qui était avant toute la culture belge de l'indépendant, et puis Cornelius, et puis toute la nouvelle bande dessinée. Et j'ai vu comme ils avaient fait aussi pour aller conquérir un lectorat qui était formidable. Ils faisaient des concerts, des spectacles, des expos. Et ça, vraiment, ils ont appris aux gens à lire leurs livres. Et moi, pareil. Et, euh, et donc, ça nous a donné envie aussi, avec moi et mes amis, de faire de l'édition. J'avais aussi autour de moi, je fréquentais le Limonaire à Paris, je ne sais pas si vous connaissez, qui était un cabaret de chansons françaises où il y avait aussi une émergence de nouveaux écrivains là-dedans, Bertrand Belin, Vladimir Anselme, ou, tous ces gens-là. Donc, moi, j'avais qu'une envie, c'était de publier des textes, images, enfin, trouver un truc. Et puis, j'étais, pour gagner ma vie un peu chez Actes Sud, graphiste freelance. Et puis, Michel Parfenoff, qui lui fait toute la littérature russe chez Actes Sud, m'a dit, mais qui connaissait très bien la BD, il a le double de mon âge, et il m'a dit, bah, viens, on fait chez Actes Sud une revue de bande dessinée. Ils sont en train de créer un pôle de diffusion bande dessinée, de diffusion image. Et je pense qu'ils attendent que ça, qu'on ait de la bande dessinée. Ils ont commencé à diffuser l'an 2, Thierry, que vous rencontrez tout à l'heure. Et donc, bah, bon, d'accord, éditeur, enfin, fabriquer de la bande dessinée, d'accord, ça m'intéresse parce que il y avait deux choses très importantes. C'était pas marcher sur les plates-bandes de tout ce qu'avait travaillé l'association et Cornelius, parce que c'était surtout pas l'idée de prendre la place, parce que c'était aussi un des problèmes des grosses maisons qui arrivaient en librairie généraliste et qui voulaient prendre la place, en fait, tout simplement. Et puis, publier ce qu'eux ne pouvaient pas publier à l'époque, c'est-à-dire des livres en couleur ou des grosses paginations, et trouver une identité propre à Actes Sud. Donc, on essayait, dans la collection, de réfléchir Actes Sud, roman Actes Sud. Il y avait dans la librairie un groupe d'Israéliens qui était venu déposer des fanzines qu'ils avaient auto-édités, auto-publiés. C'était Ruth Modan et son collectif Actus Tragicus. Et c'est les BD que j'ai dit, mais elles étaient publiées par personne. Et on a dit, bah, si on commence la collection, c'est pour eux, en fait, c'est pour elles. Il se trouve qu'après, on a rencontré Igor qui nous a présenté JP, on a publié JP qui a eu le prix Angoulême. Enfin, il y a eu tout un tas de hasards et de jolies rencontres qui se sont faites et qui ont lancé la ligne directrice, un peu comme ça. Et puis après, on se laisse faire un peu au fur et à mesure. Il n'y a rien de construit à l'avance, mais on sait un peu où on va. J'aime beaucoup l'idée qu'on soit deux parce qu'on prend chacun notre petite goutte à nous. En fait, on pressurise et on voit ce qui tombe de tous les deux. Euh, Il y a une définition que je peux vous raconter maintenant parce que je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendue. Ruth Modan, quand elle a commencé, alors c'est pour moi une grande autrice internationale, et en Israël, elle a fait un boulot formidable dans un pays où il n'y a pas de bande dessinée du tout. Elle était censée être chimiste, et puis à 20 ans, avec son collectif, ils ont été prendre des cours de dessin avec Michel Kishka, merci. Avec Kishka, qui est un auteur belge qui a vécu en Israël après. Et il leur a enseigné, il les a emmenés à Angoulême, et là, ils ont découvert un monde fascinant de bande dessinée. Ils ont ramené une bibliothèque entière parce qu'ils étaient riches, donc ils pouvaient acheter des livres. Ils ont ramené une bibliothèque tous les ans, ils venaient. En même temps qu'ils apprenaient, ils enseignaient aux autres. Donc il y a là-dessus un rapport, je trouve, au livre qui, moi, me passionne et qui est surtout ça qu'on a envie de transmettre dans la collection. Et donc, on a publié un premier recueil d'histoires courtes de Ruth Modan, et puis après, elle a fait ses Exit Wounds, La propriété, et là, Tunnel, que vous avez peut-être lu en janvier, qui est formidable, moi, je trouve. On le verra tout à l'heure, oui. Ah, je peux passer des images maintenant. Alors là, bah, c'est Brecht Evans qui dit où est-ce qu'on va, Grand Aigle, et vous verrez à la fin où on va. Une petite image comme ça.
on essaie de publier des auteurs du monde entier qui ont un rapport au livre et au monde. Enfin, rapport au livre, ça, ils l'ont tous, mais qui a un regard sur le monde très singulier par leurs dessins. Leur dessin, c'est leur style littéraire. Et après, ils n'ont plus qu'à mettre en scène. Et depuis maintenant cette quinzaine d'années, 15-20 ans, c'est ça qui nous importe le plus. La BD, c'est comme du théâtre. Et on va essayer de mettre en scène tout ça. On a des comédiens, on a des personnages, donc comédiens, personnages, on a un lectorat, un metteur en scène, et on essaie de faire en sorte que tout le monde soit à égalité là-dedans. J'ai l'impression que c'est plutôt une collection de gauche, dans les principes justement du rapport à ce que ça nous montre. Quoi. Il y a pas de, les auteurs ne sont pas des démiurges là-dedans. Ils sont tous on est tous au même niveau et, euh, et on cherche ensemble. Alors là, ici, on a plusieurs exemples. Éric Lambet, par exemple, qui a fait Paysage après la bataille, ça faisait, c'était un des créateurs de Frémoc, de Frégon, Frémoc. Et par un défaut de dessin, il ne savait pas dessiner un personnage tout le long du livre. Il n'arrivait pas, donc il les dessinait toujours de dos. Il dessine de dos. Et, et ça crée un style, ça crée une écriture. Et en fait, quand il se retourne dans le paysage après la bataille, on cherche un visage, en fait, on cherche une identité à cette femme qui a, j'espère que vous l'avez lu ou vous le lirez, un de ces quatre, mais c'est une femme qui n'a pas vu la mort de sa fille parce qu'elle a eu un accident avec son père et il lui manque cette image-là pour faire le deuil. Et donc, c'est sans cesse une image, un personnage qui cherche qui se recherche une identité après le deuil. Et le fait que le dessin comme ça fonctionne avec la narration, je crois que ça peut représenter ce qu'on veut faire dans la collection. C'est qu'il y a un fond et une forme qui vont de pair et qui ne peuvent pas être séparés. Alors, on a quelques petits succès maintenant, comme Brecht Evans, qui arrive à 23 ans, montrer les noceurs, et on sent tout de suite qu'on a des choses à faire ensemble. Je lui dis, ah, moi, tu sais, ton dessin, j'aime beaucoup, mais si ça raconte rien, ça m'intéresse pas trop. Il fait, j'aurais pas fait 160 pages si j'avais rien à dire. Ah, pardon. Et donc, c'est ça, on essaie de dire des choses. Alors, Brecht, ça va être son rapport au monde, c'est quel humain on doit être sur Terre. Enfin, sur Terre, c'est un peu. Quel humain on doit être. François Lislager aussi, qui a fait Écolila au milieu. Ah bon. C'est quelqu'un qui a travaillé qui a un dessin qui est là pour capter le monde. Ça aussi, depuis récemment, je demande aux auteurs pourquoi ils ont dessiné et qu'est-ce qui fait qu'ils dessinent de telle ou telle manière. Et François, c'est un dessin très particulier qu'on retrouve chez plusieurs auteurs. C'est quelqu'un qui n'avait pas tout ce qu'il voulait et il voulait le dessiner pour l'acquérir. Il y a Hugo Bienvenu, peut-être que vous connaissez pour d'autres livres de Noël, qui lui il dit bah non, moi le dessin c'était l'endroit où j'étais le seul avec moi-même. J'étais toujours un peu à distance du monde et le dessin c'est le seul moment où je revenais et où je revenais avec moi en fait au moment précis où je dessinais. Et François, qui essaie de parler d'écologie à sa fille dans ce livre, il va essayer de capturer les arbres, capturer la nature. C'est un dessin très très cultivé, très nourri de plein de choses, mais qu'il arrive à simplifier au maximum. Et, et il a bossé dans le théâtre avant, il n'arrive pas à bosser tout seul, en fait, il a besoin de collaboration. Donc c'est aussi ça la collection, c'est un endroit où on essaie de collaborer, on a fait des éditeurs invités, par exemple pour Paysage après la bataille, on a fait en coproduction avec Frémoc, on voulait que ce soit à quatre mains, et on essaie de faire une bande dessinée où c'est un art très solitaire, hein. Les auteurs ils sont chez eux, ils grattent pendant 4 ans souvent, et on essaie de faire des collectifs comme ça, pareil pour Plus s'y entendre de Dominique Goblet et Kai Pfeffer, c'était un livre à quatre mains avec 4 mains d'éditeurs aussi derrière. Somnolence, c'était aussi un des désirs de la collection au début, c'était de montrer des auteurs du monde entier. Et ce qui est formidable, c'est que tous les 3 ans à peu près, il y a un nouvel auteur qui nous arrive comme ça, soit à Montreuil, soit à Angoulême, parce qu'il y a des endroits où on peut rencontrer les auteurs et qui nous fascinent. Quoi. Tout d'un coup, il y a une nouvelle écriture, un nouveau geste, une nouvelle proposition. Et Somnolence, c'est, je trouve, très juste par rapport au monde moderne. C'est 10 portraits de femmes à Taïwan aujourd'hui, fait par une autrice taïwanaise. Et elle nous dit, bah, nous, en ce moment, on est un peu dans le brouillard. Quoi. On ne sait pas trop où on va. On sent qu'on a une liberté au bout dès que ça va se lever.
mais on ne sait pas trop quoi faire. On fait des petits gestes, on donne à manger aux chats, on récupère les chats. Et ça, à Taïwan, c'est extrêmement provocateur, en fait. Interdit et provocateur. Et, et donc, toute cette BD-là, c'est. Et moi, j'ai eu la chance d'aller à Taïwan, là, et je trouve que c'est vraiment un endroit où ça s'invente. Ils sont contre l'ultra-totalitarisme communiste, contre le libéralisme hongkongais. Et donc, ils sont en train d'inventer un truc avec la nature, le rapport au monde qui est passionnant. Et je trouve que ce livre-là, il est témoin de ça, et au bon moment, je crois. Et la BD, ça a ça de. Je vais peut-être vous changer les images quand même, parce que. Ah oui, ça c'est Nadia, on va dire après. Et la BD, elle a cette immédiateté de l'image qui fait que tout de suite, on comprend que. Moi, quand je vois une page ou un dessin, on sait qu'on va travailler ensemble. En fait, y a pas de, ça ne dure pas plus de 5 minutes, quoi, la discussion. Et, et Nadja, notamment, ça fait partie, moi, de ces personnes qui me touchent à un point vraiment au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez lu Méchante à l'école de loisirs de Nadja. Moi, j'ai pleuré en le lisant à mon fils. C'est une telle intelligence de parler du rapport humain dedans. Et on a eu envie de faire ce. Enfin, elle est venue avec ce livre, le fil d'Ariane, qui vient de sortir là. Et pareil, encore une fois, c'est assez symbolique de toute la collection. C'est une femme qui est perdue dans un labyrinthe à la recherche de son double antique pour comprendre pourquoi Ariane est morte de désespoir alors que Thésée l'avait trahi. Et que c'est une femme qui va se relever. En fait, elle refuse ça. Nadja refuse de se laisser abattre. Et, et sur son labyrinthe, dans son chemin labyrinthique, elle croise une petite fille qui s'appelle Ariane aussi, et qui joue avec la mythologie, avec les personnages mythologiques. Et donc, elle a consacré un livre à cette petite fille, et à la mythologie, et au rêve, et au double. Et donc, tout ça, ça m'intéresse non seulement par le sujet, mais en plus par la forme multiple comme ça. On s'adresse aux enfants, on dira la même complexité des choses, sauf seulement on va s'adresser à des enfants pour les faire grandir ici, et aux adultes pour les faire grandir par là. Et moi, je suis content qu'il y ait ces deux livres côte à côte parce que ça nous met encore une sorte de petite pierre à la maison qu'on est en train de fabriquer. Je ne sais pas parler dans un micro, t'imagines bien. Ah oui, mais et ben on montre le son. euh... Ah, Tunnel, bah, je vous en ai déjà parlé de Tunnel. Ah, Tunnel. Ça, c'est François Olislager de Ecolila qui va son petit reflet dans la goutte d'eau. Et, et c'est pareil, le personnage, c'est une des choses qu'on travaille beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage? Qu'est-ce que c'est que ramener le réel en BD? Qu'est-ce que c'est que, que de jouer dans une bande dessinée? Parce que les acteurs, c'est forcément une phase du dessinateur. Émile Bravo, par exemple, et son petit nez en trompette, c'est lui, quoi. C'est toujours le même personnage. Et là, dans ce livre-là, il enlève son masque. Il avait créé une sorte de Tintin à grande bite, hein, c'était l'idée, avec son nez pointu. Et là, dans ce livre-là, il arrive enfin à s'en défaire. Et c'est pour lui et pour nous assez aussi important de réfléchir là-dessus. Par exemple, on réfléchit beaucoup avec les auteurs en ce moment. Quand on commence le livre, les personnages souvent endossent un volume, un costume, comme chez Mouchkine, où tous les comédiens ont 130 mètres de costume et ils vont mettre ils cherchent leur volume pour raconter l'histoire. Et c'est pareil pour François, quoi. On essaie d'endosser un costume avant d'aller jouer. Ruth Modan, dans son dernier tunnel, elle a embauché 26 personnages parce qu'elle cherchait 26 comédiens, 26 corps différents. C'est ça qui nous ouvre nos imaginaires à nous aussi. C'est parce qu'on n'est pas voilà, c'est pas des. Il y a un respect du personnage qu'on fait jouer. Vous avez compris. Hein. Pas théoricien non plus. Hein. Vous voyez, elle se retourne pas encore, et quand elle va se retourner, Lucas Mété aussi, c'est très important pour nous. Alors, c'est un flop total en librairie. Et pourtant, donc on vous a donné un petit. Pourtant, il y a. Moi, c'est cette poésie-là que j'aime, quoi. C'est du Philémon mélangé à mélangé à tout, à Rabelais, quoi. C'est un truc gargantuesque du désir de vivre. Et c'est le premier livre, c'est son père qui meurt toutes les semaines et comment le fils qui se sent rejeté et sa mère vont réussir à s'en sortir. Le deuxième est consacré à la mère qui a tellement d'amour qu'elle va aimer tous les enfants du monde. Et le troisième, c'est sur la naissance de ses parents et puis aussi toujours une recherche graphique, une recherche de peinture, de peintre. Donc la BD, il y a ça aussi, c'est qu'on avance
dans le langage, au fur et à mesure de l'œuvre de l'artiste, c'est du langage tout ça. Hein. On n'est que dans cette recherche-là. Et de le poser sur le papier, il y a. J'aime beaucoup cette phrase de Moebius. Il était dans une rétrospective de Moebius à Berlin. Il disait tous ces dessins là, c'est ma pensée au moment où je les ai faits. Alors évidemment, il me reproche un peu de les avoir mal faits, mais en même temps, c'est la pensée écrite. Qu'est-ce qui va devenir ma pensée que j'ai pas écrite? Est-ce qu'il y aura une archéologie de la pensée un jour? Et ces livres-là, pour moi, c'est la pensée d'aujourd'hui. Costaud. C'est aussi une envie de rapprocher la BD. Quand on a commencé la collection, c'était ramener de la bande dessinée dans la littérature. Donc, on avait. Oui, on avait déjà signé Paul Auster et le Kafka, qui était un Kafka pour les nuls dessiné par Crum, qui est une merveille aussi. Et, nos auteurs viennent aussi avec. Il n'y a rien de commande, hein. On ne fait pas de la commande, c'est toujours on reçoit des envies et puis on essaie de les accompagner. Et Panetti Strati, notamment de Golo, qui est aussi symptomatique de ce qu'on fait, qui est le portrait de Panetti Strati, que je ne connaissais pas avant de le découvrir comme ça, qui était un Roumain fougueux qui a vécu avec les Roms toute sa vie et qui était plein comme ça d'envie et d'énergie. Et tous ses livres, c'est sa vie. Donc Golo s'est emparé de ses livres pour raconter la vie du personnage. Et quand j'ai vu le bouquin, je me suis dit, oh putain, il y a quand même beaucoup de textes pour une BD. Hein. Mais à le lire, j'étais conquis et je me suis dit, non, c'est génial. Quoi. La littérature d'Istrati, elle est tellement formidable que ça colle à ce vagabond un peu chaplinesque, comme ça, qui traverse l'Europe. Et non, les libraires, ils ont eu du mal beaucoup avec ce texte. Et donc, il y a quand même, aujourd'hui, je crois aussi, ça c'est symptomatique, c'est une envie que la BD soit un outil de vulgarisation. Il faut voir le succès des culottés, le succès de plein de choses. Et nous, on veut que ce soit dans les BD qu'on trouve un art et que ça nous fasse grandir. Et c'est surtout pas du journalisme rapide ou surtout pas de la bio d'un auteur. Euh, on a envie, enfin, moi je suis contre les culottés, enfin, à la librairie, quand j'étais, les culottés, c'est à la poubelle, quoi. Je détestais, je trouve que c'est anti-féministe au possible. Et Larsonnet, pareil, tout ça, c'est des idées de gauche qui sont bâclées et qui développent rien. Ah, ouais, comme ça, c'est fait. Je lui ai dit en face. Hein. Non, ça, c'est difficile. Hein. Ça va pas être facile, hein, je suis d'accord. Ah, je suis d'accord. Hein. En tout cas, je le suis. Ulysse, par exemple, c'était formidable aussi. Jean Rambat, qui est un puits de science formidable, quoi, très généreux, qui me fait découvrir Jean-Pierre Vernant, qui après la guerre, les cocos voulaient pas qu'il. Enfin, pour échapper à la doctrine communiste, il s'est dit je m'intéressais à la mythologie, je ne ferai pas chier. Et en fait, il va chercher l'homme dans toute la mythologie et fait des conférences formidables sur Ulysse, sur le retour à Ulysse, retour à Ithaque, pardon. Et Jean a essayé de raconter ce retour et de l'interrompre par des commentateurs. Donc, c'est quoi cet homme qui revient chez lui après avoir disparu 20 ans et qui va retrouver, se reconquérir, reconquérir sa famille, ses amis, se retrouver lui-même. Et puis, donc dedans, il y a Jacqueline de Romilly, Jean-Paul Kaufmann qui revient après avoir été otage, qui raconte que le vin là, lui a permis de survivre. L'idée, l'imaginaire du vin, le goût qui reste dans sa bouche. Et puis Jean-Pierre Vernant Ah, tu m'as coûté la chic, mais tu as bien raison. Bon, il y avait Benoît Guillaume qui adapte Marianne Diaye aussi, magnifiquement. Mais ça, vous le lirez. Non, La sorcière, c'était plus ancien. Jacques Ferrandez, qui a fait une résidence qui m'a appris un peu la BD aussi. Hein. J'ai grandi avec la BD adulte, avec Ferrandez, Pratt, et donc ça nous a fait extrêmement plaisir quand il nous a, par des grands hasards aussi, rencontré Marie Demeure chez Actes Sud. Il était en train de faire cette résidence dans le Sud-Sahara, où on lui a demandé d'adapter Mohamed Dib, qui est le grand littérateur algérien. Et donc, c'est pas de la bande dessinée, c'est un texte illustré, mais je trouvais que ça cognait bien avec nous quand même de l'intégrer à la collection. Voilà, Golo, c'est en Israti. Ouais, Israti aussi. Ah, donc Brecht, qui fait partie de ces auteurs aussi. Ça, c'est la nouveauté, oui, apparaître en novembre, parce qu'on a des gros problèmes de papier, de cartonnage.
Il y a les Chinois, mes amis, qui ont tout acheté la matière première il y a 2 ans. Et donc, on leur a vendu. Et je suis d'accord, hein, je n'ai rien contre les Chinois. Mais on est bien dans la merde maintenant parce qu'il n'y a plus de papier, plus de carton. Et, ouais, enfin, c'était prévu. Non, ils l'ont acheté pendant, mais c'était prévu avant de le faire. Idulfania. Idulfania, c'est des petits strips que Brecht avait publiés dans la presse flamande il y a une dizaine d'années et qui sont très drôles, ouais, qui sont toujours sur le rapport maître-esclave. Et, ou alors, enfin, il prend une sorte de Game of Thrones, mais décalé, et qui traite ces sujets dont il a l'habitude, des personnages absents, des faibles par rapport aux forts, et puis même la dégueulasserie des forts. Enfin, il y a tout un truc comme ça, ou sur un malaise social. Et c'est un très beau format, vous verrez, à l'italienne, très agréable, je pense. Ah, ça, c'était une image qu'on avait publiée dans Lontano. On avait essayé de créer une collection juste d'images Lontano, qui faisait des 30-40, comme ça, un peu livre affiche, livre poster, dans la culture de Delpire, quand il avait fait à l'époque. Et ben, on s'est arrêté. Alors que c'était bien de le faire. Moi, je trouve, j'ai besoin d'images dans la vie. Oui. Bah, ouais. Bah, on avait mis Mhm. Bah, on avait essayé, je crois que j'ai raté, mais on avait essayé au dos du livre. Bah ouais, mais Actes Sud un peu plus refroidi, mais bon, c'est pas grave. On essaye des choses, puis tant qu'ils nous laissent faire, c'est gentil. Enfin, moi, je les trouve assez remarquables à ce niveau-là, quoi. Parce qu'on a le droit d'essayer des choses, et puis c'est pas la catastrophe. Euh, on a, ouais, ouais, on a Bartok, caché ou pas. Mais ce que je voulais dire sur la jeunesse, c'est que donc il y a une très bonne. Vous l'avez vu ce matin, très bon catalogue jeunesse chez Actes Sud. Et nous, on s'est autorisé à publier des livres jeunesse quand il y avait vraiment ce même discours adulte qu'on voulait faire aux enfants. On a commencé par De l'utilité les donuts, qui était un grand classique des années 70 américain, et qui était mais à mourir de rire. Enfin, moi, j'adore ce livre. On a passé des soirées à traduire tous les jeux de mots qu'il y avait partout dans les bulles. Et, ça fait partie de toute l'école, un peu à la Sendak, où le dessin danse et vit et ramène de la vie aux enfants. Et, et puis on avait fait Thiel aussi, qui est avec Bertrand Belin et Valérie Archonneau en photo, où on essaie de voir aussi, parce que c'est de la bande dessinée pour le coup, je trouve que il y a de la séquence, parce que la bande dessinée pour moi c'est texte et image qui avancent en séquence et qui racontent en avançant, quoi. C'est différent de livre illustré. Et donc on essaye des choses, c'est plutôt un laboratoire. Et Lolita Séchant, qui fait la famille Bartok, on a envie de travailler sur l'idée de la famille compliquée. Lolita, c'est la fille de Renaud, et donc elle a un passif un peu complexe. Et, la famille la travaille beaucoup. Et l'idée, c'est de travailler sur tous les personnages de la famille, soit en bande dessinée adulte, quand ce sera on va parler des parents. Là, on a fait 2 livres pour l'instant, qui sont Le petit Bartok au bord de la rivière, qui pour moi est l'endroit, si ça se passe bien à la lecture de ce livre avec les parents et enfants, si on arrive à le lire ensemble, bah, je pense que la vie elle coulera tranquillement. C'est essayer de redonner le plaisir de lire parents-enfants et des choses comme ça. Et puis, donc, plus ça va aller, là, le prochain qu'elle travaille, ce sera une BD de 160 pages sur les 2 sœurs. Il y aura le grand chagrin d'Esther et le cimetière de Daria, l'inverse. Et elle a fait, l'idée, c'est de créer une famille de dessinateurs aussi. Donc, elle a invité Camille Jourdi ici à travailler son univers. Donc, dans Caché ou pas, j'arrive, c'était un jeu à toutes les deux, où on ne sait plus qui fait quoi. Hein. Il y en a une qui a scénarisé, l'autre storyboardé, puis réécrit, puis redessiné les fonds. Enfin, il y a eu un travail comme ça à 4 mains. On espère qu'il y en aura d'autres dans cette collection où elle invitera des copains pendant qu'elle continuera à faire son travail d'écriture. Elle en a 3-4 en tête là pour l'instant. Donc ça prend beaucoup de temps, mais je pense qu'au final, on aura quelque chose de costaud dans les mains. Ah oui, non, il y avait juste. Pardon. Vous me dites si c'est trop long et trop chiant à parler, hein, parce que je comprendrai.
Bérénice Mottet de Narbonne, c'est Quitter la baie, que vous avez en bas au milieu. Ça fait vraiment partie de ces autrices que je vois débarquer à Montreuil. Et voilà, en 5 minutes, je savais que je voulais travailler avec elle. Il y avait une intelligence dans la manière d'agencer même son carnet de croquis, quoi, ses dessins. J'étais émerveillé. Elle a tout absorbé de Pratt au manga les plus récents. Et tout rejaillit comme ça sur des sujets très modernes, sur la solostalgie. Là, c'est sur la mélancolie, la mélancolie de la nature, en fait, que la ville l'envahit et qu'elle ne peut rien y faire. Alors, c'est un livre un peu compliqué. Je le pensais plus simple à lire, mais en fait, je pense qu'il est un peu plus complexe que ça. Mais on l'a laissé faire le premier comme ça, c'est des chansons. En fait, il y a 5 chapitres. Ça fait comme si c'était un album de rock un peu alternatif. Et on travaillera plus le prochain parce que je voulais pas l'empoisonner de mon regard, parce que des fois, j'influe un peu trop. Et pour le coup, elle, on voulait pas. Parce que je ne sais pas si vous avez écouté Fred 2, les 230 heures. Moi, j'ai passé 3 mois à écouter ça. C'était formidable. Et il reproche à Martin Nadeau de lui avoir mis des petits points dans son roman. C'est une sorte de roman art brut, la Ghana dans les années 60. Et j'ai ça en tête maintenant. Je veux plus mettre des petits points dans les livres des auteurs. Il faut que ce soit leur truc. Et Camille Jourdi, c'est une réédition d'un livre qu'elle a publié il y a 10 ans chez Albin Michel. Je pense qu'ils ne les ont pas poursuivis parce que la fabrication était très chère et très compliquée. Mais je trouve qu'il est formidable. Il marche toujours en crèche. Je le vois encore traîner dans les jeux pour animaux. C'était 4 petits livres, 4 petites imagiers assez subtils avec des histoires. C'est la dernière image. Où les 3 personnages enfants vont proposer à des démos de jouer avec eux. Une marelle, une course, un cache-cache. Et donc, elle crée des petites histoires et en même temps, ça sert d'imagier. Et on les a réunis en un gros volume, qui était 4 à l'époque, avec Gaufrage. Et j'adore, je le trouve super beau parce qu'elle mélange un peu à la Jardin Muller, comme ça, du dessin très réaliste et puis des petits personnages. Mais c'est très subtil, ça marche très bien pour les tout petits, pour les 2 ans. Et voilà la dernière image, ou alors nous, Grand Aigle. On y va tous, les amis. Est-ce qu'on fait des blagues quand même? Faut pas déconner. Bah, merci à vous. Au revoir.